Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Lors d'un incident inhabituel, un tuk-tuk, couramment utilisé pour le transport dans certaines régions, a été filmé alors qu'il se déplaçait sans chauffeur. Tout a commencé avec un homme sur le point d'enfourcher son vélo. Mais ensuite, le tuk-tuk commence à rouler tout seul à partir d'une légère pente. Si ce mouvement initial est compréhensible, ce qui suit est assez déroutant. Le tuk-tuk fait un virage délibéré, comme guidé par une force invisible, et continue son chemin le long de la rue. Vous pouvez réellement voir la perplexité croissante chez l'homme qui observe à mesure que l'incident se déroule. Un autre homme le rejoint, constatant que le véhicule est complètement vide, sans chauffeur ni passager. Un autre angle de caméra pris dans une autre rue capture également le moment. Alors que le tuk-tuk sans pilote continue sa route, deux hommes le poursuivent pour tenter de l'arrêter. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Les Adendoa sont parfois appelés le clan du lion ou les enfants de la lionne. Il s'agissait d'une tribu nomade d'Africains d'origine hamitique habitant la partie orientale du Soudan, s'étendant de la frontière abyssinienne au nord presque jusqu'à Souakine. Historiquement, les Adendoa faisaient partie du groupe ethnique Beja, une des plus grandes communautés pastorales nomades réparties sur les collines de la mer Rouge et dans les déserts orientaux du Soudan et de l'Érythrée. Ils étaient connus pour leur résilience et leur résistance aux forces extérieures, notamment aux diverses tentatives de conquête et de colonisation. Les Adendoa sont devenus célèbres au XIXe siècle lors de la guerre mahdiste, un soulèvement contre la domination anglo-égyptienne menée par le Mahdi autoproclamé, Muhammad Ahmad. De nombreux guerriers Adendoa ont rejoint les forces mahdistes et ont joué un rôle important dans le conflit, employant des tactiques de guérilla et résistant farouchement aux troupes britanniques et égyptiennes. Ils se sont battus contre les Britanniques dans des batailles telles que la bataille de Tamai en 1884 et la bataille de Tofrek en 1885, gagnant ainsi une réputation de courage. Utsuro Bune, également connu sous le nom d'Uro Bune, fait référence à un objet inconnu qui aurait échoué sur le rivage de la province de Hitachi, sur la côte est du Japon, en 1803. Le terme Utsuro Bune signifie bateau creux en japonais. La légende d'Utsuro Bune a intrigué les historiens, les anthropologues, les ethnologues et les passionnés d'OVNI. Diverses interprétations et théories entourent la légende, notamment la possibilité d'un contact extraterrestre. Selon la légende, un pêcheur nommé Wakegor de l'île de Gogo au 7e siècle a trouvé une fille de 13 ans dans un Utsuro Bune flottant en mer. La jeune fille prétendait être la fille de l'empereur chinois et expliquait qu'elle avait été forcée de fuir pour échapper à sa belle-mère. Selon la légende, un pêcheur trouve une fille dans un bateau qui prétend être une princesse indienne et en remerciement, partage avec lui le secret du ver à soie. Certains chercheurs pensent que la légende d'Utsuro Bune provient du folklore et du mythe japonais, tandis que d'autres la considèrent comme l'un des plus anciens récits de contact humain avec des êtres extraterrestres. Comme vous le savez, l'Antarctique est un endroit plein de secrets et il est tout à fait possible que de nombreuses choses soient cachées sous la glace dont nous ne savons rien. Un utilisateur de Google Earth connu sous le nom de Florida Maki sur YouTube affirme avoir fait une découverte choquante, une créature marine ressemblant à une sirène gelée dans la glace. Selon Florida Maki, une image satellite montre une forme anormale qui, selon lui, ne peut pas être une formation géologique naturelle. Il a déjà trouvé d'autres formes en Antarctique qui ressemblent à des créatures marines, et cette découverte correspond à ce modèle, à son avis. Il pense également que la fonte rapide de la glace a révélé cette figure et qu'elle ne peut pas être expliquée par la glace, les rochers ou la neige seule. Cela prouverait une fois de plus qu'il ne s'agit pas simplement d'une formation naturelle. La figure a une forme incurvée ressemblant à une queue, une nageoire et une nageoire allongée, avec une caractéristique distinctive autour du cou qui sépare la tête du corps. Cette découverte a suscité beaucoup de curiosité et de spéculation, car qui sait, peut-être que des créatures mythiques existent vraiment sous la glace de l'Antarctique. Raymond Tunstall, connu sous le nom de Pipes, occupe le devant de la scène en tant que personnage principal du documentaire de la BBC de 1992, Ghostwatch. L'histoire tourne autour d'une émission télévisée en direct depuis une maison hantée, où Pipes, un esprit malveillant, terrorise une mère célibataire et ses deux filles. Son surnom vient de son habitude de taper sur les tuyaux de la maison. Selon un parapsychologue, Pipes serait une manifestation d'énergie spirituelle négative accumulée sur des siècles.
Il est décrit comme un vieil homme avec de profondes égratignures, avec un œil complètement consumé par ses chats dans les 7 jours qu'il a fallu pour que son corps soit découvert. Tout au long de l'histoire, Pipes présente un comportement typique de poltergeist, notamment frapper sur les murs, lancer des objets, créer des points froids, apparaître dans des reflets et infliger d'étranges égratignures aux individus. La fille aînée de la famille devient la cible principale de Pipes pour ses égratignures sadiques. De plus, Pipes émet des cris de chat lorsqu'il se livre à des actes particulièrement malveillants. Au cours de l'émission, il acquiert la capacité de posséder des gens, de générer des rafales de vent spontanées, de briser des lumières et de manipuler des objets à de grandes distances. L'émission, qui avait une atmosphère semblable à celle d'une séance à l'échelle nationale, a amené les téléspectateurs à appeler la hotline du studio la nuit pour signaler l'activité des esprits frappeurs dans leur propre maison. À la fin de l'émission, la suggestion effrayante est faite que les téléspectateurs pourraient avoir involontairement invité l'esprit Pipes dans leur vie en regardant. Les Chachapoyas étaient une ancienne tribu andine qui vivait dans les forêts nuageuses de la région amazonienne dans l'actuel Pérou. Ils ont été décrits comme des personnes à la peau claire et aux cheveux blonds, ce qui a intrigué les historiens car il n'y avait aucune ascendance européenne connue dans la région où ils vivaient. La civilisation des Chachapoyas remonte à environ 600 ans avant l'empire Inca et à son apogée, leur population comptait environ un demi-million d'habitants avec des colonies réparties dans les montagnes couvertes de nuages. Ils furent finalement conquis par l'empire Inca à la fin du XVe siècle. Les Incas rencontrèrent une résistance farouche de la part des Chachapoyas, connus pour leur nature guerrière. Leur culture se distinguait par ses sarcophages distinctifs en forme de corps et la forteresse monumentale de Cuelap, souvent appelée le Machu Picchu du Nord. Cependant, on pense qu'ils ont finalement été assimilés à l'empire Inca et que leur propre culture a commencé à s'estomper. La région des Chachapoyas resta sous contrôle Inca jusqu'à l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle. Jugez par vous-même, quelle pourrait être cette créature que plusieurs personnes ont repérée à Le Bucco, La Pampa, en Argentine. La créature est devenue une telle légende urbaine que les gens ont commencé à enquêter sur ce qu'elle pourrait être. Ce que nous savons, c'est que la créature a été vue pour la première fois en 2012 dans une région reculée d'Argentine. Un homme marchant dans une zone rurale près d'un moulin à vent a été terrifié par ce qu'il a vu. Pourquoi était-il si effrayé? Parce que la créature ne lui a pas laissé la chance de s'échapper. Elle a attaqué immédiatement et pour se défendre, l'homme l'a frappé à la tête. Son frère a rendu l'incident public et il a trouvé le corps de la créature, le révélant au public pour tenter de l'identifier. Un expert a suggéré que la créature pourrait être un mammifère à long cou appelé chèvre anglo-nubienne, ce qui semble plausible car les chèvres sont connues pour attaquer les gens de temps en temps. Mais l'identité de la créature soulève également la possibilité qu'il puisse s'agir d'une vigogne, l'un des 2 camélidés sauvages d'Amérique du Sud vivant en altitude dans les Andes. Si aucune de ces affirmations n'est vraie, nous avons alors affaire à une créature mystérieuse et terrifiante que vous ne voudriez pas rencontrer. Un moment mystérieux a été filmé par une caméra de sécurité dans un immeuble de bureau à Bruxelles, en Belgique, impliquant une porte tournante. Ces portes tournantes sont souvent constituées de panneaux de verre épais et robustes qui tournent autour d'un axe central. Dans les images, tout semble normal au début. Mais soudain, l'un des panneaux de verre se brise sans prévenir en milliers de morceaux alors que certains employés quittent le bâtiment. Le verre se répand sur le sol, mais heureusement, personne n'a été blessé. Tout le monde dans le bureau est resté abasourdi car le verre s'est brisé alors que le cadre de la porte est resté intact, sans aucune cause visible pour cet étrange incident. Les employés étaient naturellement confus. Après tout, ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. La direction du bâtiment et les autorités locales ont enquêté sur l'incident, mais n'ont pas pu trouver de cause claire, ce qui laisse un mystère fascinant quant à la façon dont la porte tournante a pu se briser. En Albanie, les résidents locaux sont captivés par la possibilité qu'une créature ressemblant à un monstre du Loch Ness se cache parmi eux. Le Nessie albanais aurait été aperçu dans la partie albanaise du grand lac Prespa, partagé par l'Albanie, la Grèce et la Macédoine. Les images montrent une créature remarquablement grande émergeant de l'eau, avec ce qui semble être une tête et un cou visible. On voit la créature se déplacer de haut en bas avant de disparaître à nouveau sous l'eau. Alors que de nombreux résidents locaux croient fermement aux histoires d'un monstre lacustre,
D'autres affirment qu'il pourrait simplement s'agir d'un poisson-chat colossal. Un expert en géographie qui a traversé le lac pour la première fois en 1970 a partagé son point de vue sur la question. Il a reconnu que le grand lac Prespa a tendance à produire des événements inhabituels qui ne sont pas couramment observés dans d'autres plans d'eau. Racontant une expérience de 1976, Jonosk se souvient avoir vu une imposante colonne d'eau près de la frontière grecque, ressemblant à un champignon. Il est resté suspendu dans les airs pendant 10 à 15 minutes avant de finalement redescendre. En voyant ces eaux disproportionnées, on se demande vraiment si les géants sont une concoction de notre imaginaire collectif ou s'ils ont réellement existé dans le passé. Les géants, tels que représentés dans le folklore et la mythologie, sont souvent représentés comme des êtres énormes et monstrueux qui évoquent un sentiment de terreur. Ils apparaissent dans diverses traditions culturelles. Dans la mythologie nordique, les géants, connus sous le nom de Jötnar, sont souvent représentés par opposition aux dieux. Certains sont décrits comme étant à peu près de taille humaine, tandis que d'autres sont représentés comme énormes, comme les géants de glace, les géants de feu et les géants des montagnes. Dans l'Ancien Testament de la Bible, par exemple, on trouve des récits de géants connus sous le nom de Néphilim, décrits comme des êtres dotés d'une force et de proportions physiques extraordinaires. Les géants apparaissent également dans les contes de fées anglais, où ils sont souvent décrits comme des monstres stupides et violents, ayant parfois une préférence pour la consommation d'humains ou de bétail. Les Groenlandais norvégiens étaient une population norvégienne médiévale qui a établi des colonies sur la côte sud-ouest du Groenland à la fin du Xe et au début du XIe siècle. Dirigés par Éric le Rouge, à qui on attribue la fondation de la première colonie norvégienne au Groenland, ces colons norvégiens sont venus d'Islande et de Norvège à la recherche de nouvelles terres agricoles et d'opportunités commerciales. Bien qu'ils ne soient pas traditionnellement considérés comme une tribu, ces colonies ont disparu dans des circonstances mystérieuses au XVe siècle. Ils ont été confrontés à des menaces extérieures, notamment à des raids de pirates. Les pirates allemands, maures et anglais ont attaqué l'Islande à plusieurs reprises au cours de cette période et il existe des preuves que la colonie orientale du Groenland a subi un raid de pirates en 1418. La fin de la colonie norvégienne au Groenland n'est pas tout à fait claire, mais il existe des indications d'un déclin progressif. Par exemple, les tombes de la colonie orientale montrent une diminution du nombre de femmes en âge de procréer enterrées au XVe siècle. Cela suggère que de nombreuses femmes sont peut-être mortes pendant l'accouchement ou ont émigré en Islande ou en Norvège, entraînant une diminution de la population. Imaginez ceci, vous vous promenez à la campagne par une belle journée et soudain vous entendez le bruit de quelqu'un ou de quelque chose qui fait de l'exercice. Là, juste au-dessus de la colline, vous voyez une silhouette humanoïde exceptionnellement grande et pâle qui fait des pompes. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette silhouette correspond à la description du mythe urbain Slenderman. Slenderman est souvent décrit comme grand et mince, avec des bras anormalement longs qui peuvent s'étirer ou ressembler à des tentacules. La silhouette dans la vidéo lui ressemble beaucoup, mais la raison pour laquelle elle fait ce qu'elle fait reste un mystère. Les témoins décrivent souvent Slenderman portant un costume noir, bien que ce détail ait été ajouté plus récemment à la mythologie. Son visage est généralement décrit comme centré ou vide, sans aucun trait visible. Lors des observations, les témoins mentionnent des membres ou des bras supplémentaires, allant de l'apparence de serpent à celle de corde. Slenderman a gagné beaucoup d'attention et de notoriété en 2014, mais cette vidéo semble plus récente, bien que peu d'informations soient disponibles. Plusieurs documentaires ont également été réalisés sur Slenderman, notamment Beware de Slenderman de 2016. Ce moment suivant, capturé par une caméra de sécurité, commence par une silhouette humaine qui semble soudainement surgir de nulle part, attirant immédiatement l'attention. La personne marche résolument vers l'entrée d'un bâtiment et tout semble normal. Puis quelque chose d'étrange se produit. L'homme se fiche soudainement en plein mouvement et il devient rapidement évident qu'il ne s'agit pas d'un problème de caméra, mais de quelque chose de bien plus étrange. La silhouette est complètement immobile, comme si le temps autour de lui s'était figé. La tension monte jusqu'à ce qu'il se déplace à nouveau soudainement, comme si de rien n'était, et continue sa marche. Ce gel inattendu soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce qui a pu provoquer cela? S'agit-il d'un cas de perturbation temporaire du temps, ou peut-être d'un aperçu d'une réalité parallèle? En 2010, un policier a arrêté une voiture argentée
et alors qu'il s'approchait de la vitre de la voiture, il a été soudainement et violemment entraîné à l'intérieur. S'ensuit une violente lutte, le partenaire du policier sort de la voiture et se retrouve nez à nez avec le coffre de la première voiture, après quoi quelque chose lui saute dessus, le faisant tomber au sol. Mais qu'est-ce qui pourrait être assez petit pour tenir dans le coffre d'une voiture? À un moment donné, l'attaquant révèle son identité, ainsi que celle de ses amis, et il s'avère qu'il s'agit d'un hobbit ou d'un gnome. S'il s'agit bien d'un hobbit, il correspond à la description, car il ressemble aux humains, mais avec des caractéristiques distinctes. Cependant, il pourrait aussi s'agir d'un gnome. Selon le folklore, les gnomes des forêts sont rarement rencontrés par les humains et entretiennent un lien étroit avec la nature. Les nains de jardin sont associés aux vieux jardins et sont connus pour leurs contes mélancoliques. Les gnomes sibériens, quant à eux, sont plus grands et ont une nature plus agressive, s'associant librement aux trolls. À votre avis, qu'est-ce que l'officier a rencontré et qu'est-ce qui a pu lui arriver par la suite? Faites-moi savoir dans les commentaires. Les Beothuk étaient un peuple autochtone qui habitait traditionnellement l'île de Terre-Neuve au Canada. Ils avaient leur propre langue, le Beothukan, qui pourrait être apparenté à l'algonquien. Lorsque Jean Cabot les découvrit en 1497, leur population était estimée à environ 500 individus. Les Beothuk étaient exposés à des maladies européennes comme la tuberculose contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés. À mesure que la colonisation européenne s'étendait, les Beothuk se voyaient refuser l'accès aux ressources vitales, notamment celles provenant de la mer. Ils font également face à la concurrence des commerçants de fourrure européens qui s'aventurent à l'intérieur de Terre-Neuve. Les Beothuk sont également entrés en conflit avec d'autres groupes autochtones, comme les chasseurs Micmac de la Nouvelle-Écosse. Ces conflits affaiblirent encore davantage la population Beothuk. Au début du 19e siècle, les Beothuk étaient réduits à une petite population de réfugiés vivant le long du système de la rivière Exploits, luttant pour survivre avec des ressources limitées. Les derniers Beothuk connus, dont Shanawdithit, sont morts au début du 19e siècle. La mort de Shanawdithit en 1829 marqua la déclaration d'extinction des Beothuk. Le 13 octobre 2020, des rapports sur un phénomène étrange ont commencé à émerger des profondeurs des Alpes de Bosnie. Une personne a décidé de le filmer à distance. Ils ont vu une sorte de structure entourée d'êtres géants, portant apparemment des robes, les bras levés comme s'ils chantaient ou priaient, tandis que la structure brillait. Selon la personne qui filme, ces êtres énormes avaient également des ailes et pouvaient éventuellement voler. Ils ont estimé que les créatures mesuraient au moins 3,5 mètres de haut. À un moment critique, l'un des êtres a remarqué qu'ils étaient filmés, leurs mouvements ont changé et la personne qui enregistrait s'est rapidement enfuie. Malheureusement, nous n'avons jamais une vue claire des visages des êtres, car la pluie et la lumière rendaient la visibilité difficile. Étions-nous témoins d'un ancien rituel, ou peut-être s'agissait-il d'anges descendant sur Terre, et si oui, quelle en était la raison? Lors d'une promenade tranquille le long de la plage de Sunny Isle à Miami, en Floride, un certain Jax a remarqué quelque chose d'étrange à l'horizon, une silhouette de ville lointaine. Le problème, il n'y a pas de ville près de Sunny Isle. Dans la vidéo, on peut également voir un yacht, un voilier et un cargo, et une ville mystérieuse qui ne devrait vraiment pas être là. Beaucoup de gens pensent que Jax a peut-être capturé une Fata Morgana, un type complexe d'illusion d'optique qui apparaît juste au-dessus de l'horizon. D'autres spéculent que cette apparition mystérieuse pourrait être liée à la légendaire ville fantôme Beringan. Selon le folklore philippin, Beringan est une ville mythique comparée à des endroits comme Eldorado ou Atlantis. On dit qu'elle est située sur l'île de Samar aux Philippines et habitée par des êtres surnaturels, les Encantos. Ces êtres peuvent prendre des formes humaines, mais il leur manque un sillon entre leur nez et leurs lèvres supérieures. Beringan est également souvent associé à des observations mystérieuses et même à la possession démoniaque. On dit qu'une entreprise japonaise a découvert de l'or et de l'uranium dans la région, mais en raison d'accidents et de catastrophes inexpliquées, elle a finalement dû abandonner le projet. Selon vous, qu'a capturé Jax? S'agit-il d'un phénomène naturel, d'une illusion d'optique ou de quelque chose de beaucoup plus mystérieux? Dans la société victorienne, un nom faisait peur à beaucoup, Jack à talons ressorts. Souvent comparé au Batman du 19e siècle, il a terrorisé les rues pendant des semaines. Initialement rejeté comme des contes hystériques, l'existence de ce personnage diabolique fut officiellement reconnue en janvier 1838.
Le premier incident documenté se produisit lorsque Polly Adams, une barmaid, fut brutalement attaquée alors qu'elle traversait Blackheath dans le sud de Londres. Cet incident a été suivi par des rapports de témoins terrifiés, dont Mary Stevens, une femme de chambre qui a rencontré une créature cauchemardesque à Barnes Common, et une autre femme qui a été victime d'une attaque au cimetière de Clapham. La liste des victimes s'est allongée avec Lucy Scales, la fille d'un boucher, prise pour cible lors d'une attaque à Limehouse, tandis que Jane Alsop a échappé de peu à une étrange silhouette dans sa maison. Jane a fourni une description terrifiante de son agresseur inhumain au magistrat de Londres, décrivant une silhouette vêtue d'un costume blanc moulant ressemblant à du ciré avec un casque particulier. Elle a affirmé que la créature crachait des flammes bleues et blanches. Le maire, Sir John Cowan, a été inondé de plaintes citant un être démoniaque aux yeux rouges de feu et aux griffes glacées. Jack, à talons ressorts, a sauté de toit en toit et a échappé à un incident survenu en 1870 au cours duquel des habitants en colère de Lincoln ont tenté de lui tirer dessus. Hilary a sauté par-dessus les clôtures et s'est enfui. Les pilleurs de tombes sont des individus qui se livrent à des fouilles illégales de tombes dans l'intention de voler des objets de valeur enterrés avec le défunt. La pratique du pillage de tombes a une longue histoire et a été documentée dans diverses cultures et périodes. Dans l'Antiquité classique, les Romains ont connu le vol et la destruction de tombeaux, de cryptes et de sépultures. Le pillage de tombes est illégal car il implique la profanation de tombes, ce qui est considéré comme une violation grave des normes sociales et des pratiques religieuses. Il s'agit souvent de vol d'effets personnels ou de restes humains, ce qui est non seulement irrespectueux envers le défunt et sa famille, mais porte également atteinte aux droits de propriété. Certains, cependant, se livrent à des pillages de tombes pour le plaisir de la profanation elle-même et ils aiment montrer leurs efforts. Dans cette vidéo, vous voyez quelqu'un montrer comment piller des tombes et exactement ce qu'il faut rechercher, ce qui rend le tout assez macabre. Ceux qui sont surpris en train de commettre un vol de tombe peuvent faire l'objet de poursuites pénales, notamment d'amendes et d'emprisonnement. On ne sait pas exactement si la personne dans cette vidéo a déjà été capturée et l'histoire entourant l'identité du garçon reste un mystère. Les Canarsie étaient un groupe de Lenape parlant le Munsee qui habitait l'extrémité ouest de Long Island, aujourd'hui Brooklyn, New York. C'était à l'époque où les Néerlandais colonisaient la Nouvelle-Amsterdam dans les années 1620 et 1630. On attribue aux Canarsie la vente de l'île de Manhattan aux Néerlandais, bien qu'ils n'en occupent que les parties inférieures, le reste servant de terrain de chasse saisonnier pour le Wekasgeek du peuple Wappinger au nord. En 1636, les colons hollandais négocièrent avec les Indiens Canarsie et leur achetèrent des terres, confirmant ainsi la propriété coloniale des terres par des actes délivrés par le gouverneur de la Nouvelle-Amsterdam. Malgré les dispositions contractuelles destinées à assurer leur protection, de nombreux Indiens Canarsie furent contraints à la servitude hollandaise aux côtés des esclaves africains, conduisant à un mélange entre les deux groupes. À la fin du XVIIe siècle, le Canarsie avait presque disparu de la région, même si un membre de la tribu, Joel Skidmore, vivait à proximité jusqu'à sa mort en 1907. Le quartier de Canarsie, qui était l'un des principaux villages du Canarsie Tribu, porte toujours son nom et constitue l'une de leurs dernières colonies. Dans cette vidéo, un jeune garçon est assis à côté de ce qui semble être une tortue en jouet normale et au début, rien d'inhabituel ne se produit. Mais soudain, le garçon lève les yeux avec surprise, comme s'il remarquait quelque chose d'inattendu. Le bras de la tortue commence à bouger tout seul, sans aucune force extérieure visible. Le garçon est surpris, seulement pour voir le jouet bouger encore plus. Cet événement étrange a suscité des spéculations selon lesquelles le jouet pourrait être possédé ou influencé par une force extraterrestre. L'idée de jouets possédés a toujours fasciné et effrayé les gens dans la culture populaire. Les histoires et les films dépeignent souvent les poupées et autres jouets comme des réceptacles pour les esprits ou les forces malveillantes. Pourrait-il y avoir un fantôme malicieux, une énergie résiduelle ou peut-être une présence d'un autre monde habitant le jouet? D'un autre côté, certains prétendent que cela pourrait être dû à une interférence électromagnétique ou à un défaut mécanique. Bien que le jouet ne semble pas avoir de mécanisme visible, cela ne fait que rendre l'événement encore plus mystérieux et inexpliqué. Une caméra de sécurité à domicile en Alberta a filmé quelque chose de spectaculaire et de nombreuses personnes ont spéculé que les images montraient un météore entrant dans l'atmosphère et se consumant.
Ce type de phénomène, souvent appelé boule de feu, n'est pas rare. Des événements similaires ont également été observés dans d'autres villes canadiennes comme Edmonton et Calgary. Bien que la plupart des gens croient qu'il s'agissait d'un météore, il existe d'autres théories. Une idée intrigante est que l'objet brillant pourrait être un vaisseau spatial extraterrestre descendant sur Terre. L'Alberta, avec ses vastes terres agricoles, pourrait fournir un lieu d'atterrissage discret pour une telle rencontre. Que penseriez-vous si vous voyiez cela venir vers vous? Penseriez-vous immédiatement à un météore ou peut-être à un ovni? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Dans une vidéo intrigante sur Facebook, un ancien artefact défie toutes les explications rationnelles et les lois de la physique. L'objet, une pierre allongée brun rougeâtre aux extrémités pointues, porte des symboles gravés sur sa surface, éveillant la curiosité quant à son origine et à sa fonction. Bien que la personne derrière la caméra ne révèle pas comment elle a obtenu l'artefact, l'objet a suscité de nombreuses spéculations. La vidéo commence par une scène où la pierre et la main de la personne disparaissent du reflet, ne laissant visible que le squelette de la main. Certains spectateurs ont suggéré la possibilité d'une malédiction associée à la pierre, attribuant ses propriétés particulières à des forces surnaturelles. Lorsqu'on l'approche d'une horloge, sa présence arrête mystérieusement le mouvement des aiguilles de l'horloge. De même, la proximité de la pierre fait vaciller une ampoule. La révélation la plus bizarre se produit lorsque la pierre est placée dans une tasse d'eau, provoquant une ébullition inexplicable de l'eau. Plusieurs théories ont émergé pour tenter de déchiffrer le mystère entourant cet artefact. D'autres pensent que la pierre pourrait être d'origine extraterrestre, spéculant qu'elle interagit avec la technologie terrestre de manière étrange et imprévisible. Les Calusa étaient connus pour être féroces et guerriers, remarqués aussi bien par les explorateurs européens que par les petites tribus. C'était une tribu amérindienne habitant la côte sud-ouest de la Floride. Leur société a évolué à partir des peuples archaïques de la région des Everglades, avec des cultures autochtones antérieures vivant dans la région depuis des milliers d'années. Les Calusa dépendaient davantage de la mer que de l'agriculture pour leur subsistance. C'étaient des pêcheurs et des chasseurs qualifiés, leur principale source de nourriture étant la pêche et la chasse. Les Calusa étaient réputés pour leur domination et leur influence sur diverses autres tribus de la région, y compris les tribus de la côte est de la Floride, bien qu'elles soient situées du côté sud-ouest de l'État. Ils avaient une organisation sociale et politique complexe, une triade d'esprits gouvernants et menaient de nombreux rituels, notamment des processions de prêtres masqués et des chants synchronisés par des centaines de jeunes femmes. Malheureusement, leur population a considérablement diminué en raison des maladies apportées par les explorateurs européens, de la guerre et de l'esclavage. Au XVIIIe siècle, ils ont cessé d'exister en tant que culture distincte. Les Calusa furent l'une des dernières sociétés amérindiennes de Floride à succomber aux effets de l'invasion européenne. À un moment donné, l'Homo sapiens n'était pas la seule espèce humaine sur Terre. Et non, nous ne parlons pas des Néandertaliens. Le peuple aux yeux de lune est une race légendaire qui aurait vécu dans le sud des Appalaches aux États-Unis avant l'arrivée des Cherokees. Selon la légende Cherokee, le peuple aux yeux de lune était physiquement différent des Cherokees, avec une peau pâle et parfaitement blanche et des barbes. On les appelait peuple aux yeux de lune parce qu'ils étaient incapables de voir à la lumière du jour. Leurs yeux sensibles étaient aveuglés par le soleil. La légende du peuple aux yeux de lune a été mentionnée dans divers récits depuis la fin du XVIIIe siècle. Le premier naturaliste américain Benjamin Smith Barton a écrit sur la légende après l'avoir entendu de Leonard Marbury, un colon géorgien. John Sevier, une figure importante de l'histoire américaine primitive, a également fait référence à une ancienne race blanche dans ses lettres. Selon la légende, le peuple aux yeux de lune a commencé à vivre sous terre après avoir perdu une guerre. Dans la cosmologie Cherokee, les humains partagent le monde avec d'autres êtres surnaturels, et le peuple aux yeux de lune était considéré comme faisant partie de ce monde naturel. Cette séquence vidéo provient de la jungle dense du Vietnam, où des rumeurs circulent encore à propos de créatures bizarres et inexplicables. L'une de ces histoires concerne un spécimen effrayant, une créature humanoïde momifiée qui serait morte il y a des décennies. Il semble s'agir d'un croisement effrayant entre un humain et un serpent, avec de longs cheveux blonds emmêlés qui pendent de sa tête. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose de la vidéo, mais celui qui a trouvé cette créature a dû être terrifié.
L'être a un haut du corps poilu, des bras semblables à ceux d'un rongeur et un visage avec un mélange bizarre de traits humains et de traits de singe, notamment un nez de primate, des yeux gris et un sourire inquiétant. Quelle pourrait être cette créature? S'agit-il d'une espèce inconnue? Et pourrait-il y avoir d'autres êtres de ce type dans la jungle? La caractéristique la plus frappante est peut-être la transition vers la partie inférieure de son corps, couverte d'écailles comme celle d'un serpent qui complète cette mystérieuse créature hybride. L'image emblématique des êtres extraterrestres sous la forme de petits hommes verts avec une tête agrandie et des yeux surdimensionnés provient de cette histoire suivante. Dans le sud-ouest du Kentucky, le 21 août 1955, quelque chose s'est produit chez les Sutton, une grande famille d'agriculteurs de Hopkinsville. L'incident a commencé lorsque Billy Ray Taylor, un ami de la famille, est allé chercher de l'eau dans la cour. C'est alors qu'il aperçut un objet brillant dans le ciel. Sans avertissement, l'objet est descendu silencieusement jusqu'à la maison et est soudainement tombé au sol. Une heure plus tard, poussés par les aboiements persistants de leur chien Lucky, Billy Ray et Lucky se sont approchés de la porte arrière. Là, au milieu d'une lueur étrange, se tenait une petite créature humanoïde d'environ 1 mètre de haut, avec une grande tête ronde, des bras touchant presque le sol, des mains en forme de griffes et des yeux émettant une lueur jaunâtre. Les hommes ont saisi leurs armes et ont tiré sur la créature alors qu'elle s'approchait d'eux, les mains levées comme pour se rendre. Ensuite, la créature fit rapidement un saut périlleux et se retira dans l'obscurité. Peu de temps après, les hommes ont vu une créature similaire apparaître dans une vitre latérale. Surpris, ils ont appelé la police qui, à leur arrivée, n'a rien trouvé d'anormal. L'un des témoins a rapporté avoir vu l'une des créatures briller à plusieurs reprises à la fenêtre de sa chambre avec sa main en forme de griffe appuyée contre la vitre. La police a été appelée à nouveau, mais personne n'a jamais pu expliquer ce que ces personnes avaient vu à ce moment-là. L'illusion du verre est un phénomène psychologique qui s'est manifesté dans l'Europe médiévale et moderne. Elle se caractérise par des individus croyant fermement que leur corps est en verre et donc susceptible de se briser. Cette illusion a souvent conduit les personnes concernées à prendre des précautions extrêmes pour éviter tout préjudice potentiel. L'illusion de verre était le plus souvent observée parmi les nobles et les individus de statut social plus élevé. Les documents historiques mentionnent plusieurs cas notables de l'illusion de verre. Par exemple, le roi Charles VI de France a souffert de cette illusion et a pris des mesures pour s'en protéger. Il restait immobile pendant des heures, enveloppé dans d'épaisses couvertures, et portait même une combinaison spéciale avec des nervures de fer pour protéger ses organes de verre. La prévalence de l'illusion de verre a diminué après la fin du XVIIe siècle. Cependant, des cas isolés ont été signalés à la fin du XIXe siècle à Paris, à Édimbourg et aux Pays-Bas. Les Tasmaniens étaient les premiers habitants de la Tasmanie, une île au sud du continent australien. Des milliers d'années avant l'arrivée des colons européens, ils possédaient une culture riche et unique, sans précédent. La population aborigène de Tasmanie a connu un grave déclin suite à la colonisation européenne et au conflit de la guerre noire qui a suivi. Avant la colonisation britannique en 1803, la population indigène était estimée entre 3000 et 10 000 personnes. En 3 décennies, leur nombre a chuté de façon drastique et en 1835, il ne restait plus qu'environ 400 aborigènes de Tasmanie de sang pur, dont la plupart étaient confinés dans des camps. La guerre noire, menée du milieu des années 1820 à 1832, fut une période de violents conflits entre les colons britanniques et les aborigènes de Tasmanie. Mené sous forme de guérilla, le conflit a entraîné des pertes des deux côtés. On estime qu'au cours de cette période, entre 600 et 900 autochtones et plus de 200 colons britanniques ont péri. La quasi-destruction de la population aborigène de Tasmanie a suscité un débat parmi les historiens quant à savoir si elle devait être définie comme un acte de génocide. En septembre 2009, 4 adolescents ont affirmé avoir rencontré une créature mystérieuse alors qu'ils jouaient près d'un ruisseau à Cerro Azul à Panama City. Selon leur récit, la créature s'est approchée d'eux, ce qui a incité les adolescents à lui jeter des pierres. Les photos montrent une créature blanche, sans poils et aux pattes griffues, qui ressemblait à un paresseux à 3 doigts, un mammifère commun au Panama, mais pas tout à fait. La créature semblait avoir muté et l'incident a attiré l'attention de tous, ce qui a donné lieu à des spéculations sur son identité. Certains l'ont qualifié de bête extraterrestre en raison de son apparence inhabituelle. Cependant, les zoologistes n'ont jamais été en mesure d'identifier définitivement la créature.
Bien que son absence de fourrure et certaines caractéristiques physiques ressemblent à celles d'un paresseux, des tests ADN seraient nécessaires pour confirmer sa véritable identité. Mais aucun résultat concluant n'a jamais été publié. Certains pensent qu'il ne s'agissait pas d'un paresseux, mais plutôt d'un être extraterrestre. Deux policiers, mesurant tous deux au moins 1,80 m, ont essayé d'arrêter une silhouette gigantesque, mesurant environ 2,70 m, dans une station-service de Las Vegas, dans le Nevada. La différence de taille est stupéfiante et le géant semble dominer les policiers avec facilité. Malgré leurs efforts, ils parviennent à peine à faire bouger la silhouette et même lorsqu'ils attrapent désespérément ses jambes pour ralentir son mouvement, cela n'a que peu d'effet. La situation s'aggrave lorsque le géant essaie de monter sur une moto. Finalement, il parvient à monter dessus et à s'enfuir, malgré leur tentative pour l'arrêter, laissant les policiers déconcertés, impuissants. Cet incident bizarre rappelle les affirmations de Charles James Hall, qui prétend qu'une race extraterrestre, les Tall Whites, réside près de la base aérienne de Nellis, à l'extérieur de Las Vegas. Dans son livre Walking with the Tall Whites, il décrit ses supposées rencontres avec ces extraterrestres, les décrivant comme des silhouettes grandes et élancées, avec une peau particulièrement pâle et des connaissances technologiques avancées. L'incident de Nuremberg de 1561 fait référence à une observation massive d'objets volants non identifiés qui s'est produite au-dessus de Nuremberg, en Allemagne. Selon des récits historiques, les habitants de Nuremberg furent témoins d'un spectacle dans le ciel à l'aube du 14 avril 1561. Ils rapportèrent avoir vu des centaines d'objets étranges, notamment des sphères, des cylindres, des tiges et d'autres formes non identifiées, apparemment engagés dans ce qui semblait être une bataille aérienne sur fond de soleil levant. L'événement a attiré davantage d'attention lorsqu'un article de presse a été publié en avril 1561 présentant une description de l'observation massive et une gravure sur bois de Hans Glaser. Aujourd'hui archivé en Suisse, il offre une représentation visuelle du phénomène céleste observé par les habitants de Nuremberg. L'interprétation de cet événement a suscité un débat. Certains passionnés d'ovnis modernes pensent que cette observation est la preuve d'une bataille aérienne extraterrestre. Cependant, les sceptiques proposent des explications alternatives, comme la possibilité que le phénomène soit un chien solaire ou un autre événement atmosphérique naturel. Les Vacaei, également connus sous le nom d'anciens bouchers, étaient un peuple celtique pré-romain qui habitait les plaines sédimentaires de la vallée centrale du Duero en Castille et Léon, en Espagne. Leur capitale était Intercasia à Paradès de Nava. Les Vacaei étaient probablement d'origine celtique et étaient des combattants célèbres, leur nom pouvant dériver du mot celtique vacos, signifiant boucher. Ils étaient connus pour leurs compétences au combat, leurs arts martiaux et leur férocité dans la résistance à la conquête romaine. Un soulèvement notable eut lieu vers 153-151 avant Jésus-Christ, dirigé par un chef Vacae nommé Carus. Les Vacae, réputés pour leur cavalerie habile, lancèrent des attaques de guérilla contre les troupes romaines, utilisant à leur avantage leur connaissance du terrain local. Ils ont eu recours à des tactiques de délit de fuite, ont tendu des embuscades aux lignes de ravitaillement et aux avant-postes romains, ce qui a rendu difficile pour l'armée romaine de maintenir le contrôle de la région. La résistance des Vacae n'était pas seulement militaire, mais impliquait également des efforts diplomatiques pour mobiliser d'autres tribus indigènes contre la domination romaine. Malgré leurs efforts courageux, les Vacae furent finalement maîtrisés par les Romains. Croyez-vous que les dragons existent ou ont existé? Pendant une fraction de seconde, la foule a cru en avoir vu un. Le jour de l'ouverture de la saison 2019 de la KBO, SK Telecom a invité une créature mythique ressemblant à un dragon au SK Happy Dream Park, le stade des SK Wyverns. Tout ce spectacle avec le dragon a été diffusé en direct. Au début, le dragon a volé si vite que les téléspectateurs pouvaient à peine enregistrer ce qu'ils voyaient avec ses caractéristiques incroyables et terrifiantes. Il a ensuite fait une boucle autour du stade, un peu comme les dragons de Game of Thrones. Il a ensuite fait une boucle autour du stade, un peu comme les dragons de Game of Thrones. Le dragon a volé et a atterri sur un écran géant, mais il s'est avéré trop lourd, ce qui a fait craquer et casser l'écran. Le dragon a ensuite plané au-dessus du public, rugissant de manière menaçante avant de descendre sur le terrain, atterrissant sur une structure spécialement préparée. Il a rugi à nouveau, semblant rassembler de l'énergie. Avant la fin de la vidéo, le dragon fait un dernier tour dans le stade, brillant et rugissant, avant que l'écran ne s'éteigne.
Le parc d'État Eisenhower au Texas a dû faire face à des pluies torrentielles sans précédent qui ont complètement transformé le paysage. Par un matin brumeux, quelques gardes forestiers ont entrepris d'inspecter les routes secondaires et de s'assurer que les sentiers restaient sûrs pour les visiteurs. Au cours de leur voyage, ils ont rencontré sur la route de gros monticules aux formes étranges qui ressemblaient à de la viande hachée, un spectacle grotesque et déroutant que les gardes ont approché avec prudence. Mais en y regardant de plus près, ils ont découvert quelque chose d'encore plus étrange. Les monticules de viande étaient en fait des masses vivantes de vers de terre ou de vers de pluie. Les gardes se sont demandé qui ou quoi avait provoqué cet étrange phénomène. La réponse se trouvait probablement dans les fortes pluies récentes. Le sol saturé et gorgé d'eau avait probablement forcé les vers à sortir de leurs abris souterrains, les poussant à chercher un terrain plus élevé. Ce comportement, bien qu'inhabituel sous cette forme, fait partie de la routine naturelle des vers de terre. En temps normal, ils jouent un rôle crucial dans l'aération du sol et le recyclage des nutriments, mais des conditions climatiques extrêmes peuvent complètement perturber leur comportement. Les gardes forestiers ont supposé que les pluies continues avaient créé une tempête parfaite, provoquant la remontée massive des vers à la surface, ce qui explique probablement ce spectacle étrange. Dans les représentations modernes, les kobolds sont souvent représentés en vers, bien qu'il s'agisse d'une tradition plus récente. Les kobolds sont également souvent représentés comme des fées, allant de la taille naine à la taille humaine. Dans le folklore, on pense que les kobolds habitent dans des grottes, mais ils sont également associés au ménage. Ils sont censés se livrer à des activités malveillantes telles que frapper sur des casseroles et des poêles, déplacer des meubles la nuit et jouer des tours aux gens. Cette vidéo capture ce qui semble être un enfant kobold dans la vraie vie. Cependant, l'observation a lieu dans une gare routière très fréquentée, ce qui ajoute au mystère de l'incident. Dans la vidéo, une femme passe le contrôle de sécurité avec ce qui semble être un enfant normal qu'elle porte. Au premier abord, cela ne semble rien d'extraordinaire, car il n'est pas rare de voir des enfants dans de tels endroits. Mais lorsque l'enfant tourne son visage vers la caméra, on constate qu'il ressemble davantage au visage d'un petit humanoïde avec une couleur grise inquiétante et une teinte vert foncé. Était-ce vraiment un enfant, même s'il était gravement malade ? Certains syndromes rares peuvent provoquer des troubles de la croissance, mais on ne sait pas si tel était le cas. Ou était-ce en fait un véritable kobold? Qu'en pensez-vous? Dans la vidéo suivante, un homme est poursuivi à travers la bibliothèque jusqu'à ce qu'il atteigne le centre de la bibliothèque. Puis, il y a un moment de pause, mais ensuite, en un clin d'œil, un deuxième homme disparaît brusquement vers la droite. Il ne s'éloigne pas, mais c'est comme s'il était retiré du cadre sous nos yeux. Les réactions de son entourage, notamment de celui qui a été filmé pendant tout ce temps, sont perceptibles. Vous pouvez voir son étonnement évident, mais aussi prêter attention aux réactions intéressantes des gens autour de lui et qui ont remarqué l'homme et qui ne l'ont pas fait. À votre avis, qu'est-il arrivé à cet homme et pourquoi le poursuivait-il en premier lieu? Pourrait-il être un voyageur temporel doté d'une technologie avancée? Du coup, lorsqu'il s'est retrouvé coincé, a-t-il décidé de se téléporter loin de la bibliothèque? Les Karankawa étaient un groupe de tribus amérindiennes qui vivaient le long du golfe du Mexique, dans ce qui est aujourd'hui le Texas. Ils habitaient la région allant de la baie de Galveston à la baie de Corpus Christi et jusqu'à l'actuel lac Eagle dans le comté du Colorado. La population des Karankawa était estimée à environ 400 hommes lorsque l'explorateur français Sieur de la Salle s'installa dans la baie de Matagorda en 1685. Cependant, dans les années 1820, leur population était tombée à environ 500 hommes en raison de maladies, de conflits avec d'autres groupes indiens et de facteurs environnementaux. Les attaques des Anglo-Américains et des Terranos ont encore éloigné les Karankawa de la côte et plus au sud dans la vallée du Rio Grande. En 1858, une force Terrano a perpétré un massacre parmi ceux que l'on croyait être le dernier Karankawa. Cependant, beaucoup s'étaient déjà déplacés vers le sud au Mexique, avaient rejoint d'autres tribus ou avaient été assimilés de force à la société blanche. Les Karankawa étaient connus pour leurs excellentes compétences en tir à l'arc et leurs arcs étaient fabriqués à partir de bois de cèdre rouge. Après le contact avec les Européens et l'obtention de métal, leurs arcs sont devenus encore plus mortels. Les flèches mesuraient environ 1 mètre de long, avec une pointe en acier et des plumes d'oies sauvages. Ils parlaient une langue unique qui n'était pas étroitement liée aux autres langues connues dans la région. Avez-vous déjà rêvé, enfant, de pouvoir flotter ou voler pour que ce rêve soit considéré comme impossible?
cet homme cependant n'a pas abandonné. Dans une mystérieuse vidéo, on le voit d'abord allongé au milieu d'un jardin, puis, lentement mais sûrement, commencer à flotter. Naturellement, on pourrait penser qu'il est maintenu par des cordes ou par des câbles, n'est-ce pas? Après tout, c'est comme ça qu'ils font dans les films. Mais l'homme ramasse une corde à sauter et fait quelques sauts, le tout sans problème, pour montrer qu'il flotte vraiment. Dans le bouddhisme tibétain, il existe des histoires de yogis et de mystiques qui posséderaient des pouvoirs surnaturels, notamment la lévitation. Dans la vidéo, l'homme démontre qu'il ne flotte pas seulement à un endroit, mais qu'il peut également se déplacer. Milarepa, un yogi et poète du XIe siècle, est souvent cité comme un célèbre volant dans la tradition bouddhiste tibétaine. Pensez-vous que l'homme de cette vidéo a déverrouillé quelque chose dans son esprit et son corps qui lui permet de flotter, ou est-ce juste une astuce intelligente? Un phénomène particulier a été observé dans les eaux indonésiennes, comme si un volcan sous-marin était en éruption juste sous la surface. Du moins, c'est ce que suggèrent certains scientifiques. D'autres disent que des fréquences électromagnétiques pourraient affecter l'eau, provenant peut-être d'une machine testée ou même d'un ovni à proximité. Cependant, les scientifiques pensent qu'il existe une explication plus naturelle. L'une des explications possibles est le phénomène connu sous le nom de Puraranka. Ce phénomène se produit lorsque deux types d'eau différents se rencontrent, comme l'eau d'une rivière qui se mélange à l'eau de mer. Un exemple célèbre de ce phénomène peut être observé en Amazonie, où les eaux sombres du Rio Negro se heurtent aux eaux couleur sable du Rio Solimões. Le résultat est un spectacle spectaculaire de courants tourbillonnants et de couleurs contrastées qui peuvent rester visibles à des kilomètres avant que les eaux ne finissent par fusionner. Croyez-vous à cette explication, ou l'eau d'Indonésie pourrait-elle être quelque chose d'encore plus mystérieux? Les images trouvées de Pennhurst sont une série effrayante d'enregistrements vidéo qui ont émergé en 2013. Les images sont divisées en deux parties, le film original datant probablement de 2008. L'hôpital de Pennhurst, un asile fondé en 1908, a une sombre histoire et a finalement conduit à la fermeture en 1987 en raison de nombreux rapports faisant état d'abus. La vidéo commence par un texte expliquant qu'en mai 2008, deux étudiants sont entrés à Pennhurst et ont mystérieusement disparu sans savoir où ils se trouvent. Les scènes suivantes représentent une collection d'images trouvées, apparemment enregistrées avec un caméscope. Les images montrent l'exploration de Pennhurst par les deux étudiants, dont l'un est identifié comme Jessica, tandis que la personne derrière la caméra reste anonyme. Tout au long de la vidéo, les deux se livrent à des activités légères à l'intérieur de l'hôpital abandonné. On les voit rouler en fauteuil roulant et essayer de vieilles machines à écrire délabrées. Cependant, la réalité effrayante s'installe lorsque la vidéo se termine brusquement. À ce stade, l'histoire prend une tournure inquiétante. Apparemment, les jeunes hommes et femmes vus dans les vidéos n'ont pas été revus depuis leur entrée dans le bâtiment délabré où les images ont été découvertes. Une tribu mongole Warat qui a formé et maintenu le Khanat Dzungar au XVIIe et XVIIIe siècle était historiquement l'une des principales tribus de la confédération des 4 Warat. Le terme Dzungar est dérivé des mots mongols Dzungar qui signifie main gauche, en référence à leur position sur le flanc gauche de l'armée mongole. Le Dzungar Khanat était une confédération de plusieurs tribus mongoles bouddhistes tibétaines Warat qui ont émergé au début du XVIIe siècle. Ils établirent une capitale appelée Kubak Serai et construisirent des monastères sur tout leur territoire. Les Dzungars pratiquaient le bouddhisme et encourageaient leur peuple à s'installer, à s'engager dans l'agriculture et à participer à la production à petite échelle. Au milieu du XVIIIe siècle, la dynastie chinoise Qing a lancé une campagne pour conquérir le Khanat de Dzungar. L'empereur Qing Qianlong a ordonné le génocide des Dzungars en représailles à leur rébellion contre le régime Qing. Le génocide a eu lieu entre 1755 et 1758, entraînant l'extermination massive du peuple Dzungar. Le nombre estimé de morts varie de 70 à 80% de la population Dzungar, les décès étant dus à la maladie et à la guerre. Un homme fait ses courses dans un supermarché quand quelque chose de vraiment bizarre se produit. Il pose son panier et se met à chercher son portefeuille. Puis, comme s'il était dans un film de super-héros où seul le personnage peut voir un monstre invisible, il commence à regarder vers le haut. Visiblement paniqué, ses yeux suivent quelque chose au-dessus de sa tête. Puis il plonge soudainement comme si un oiseau fonçait sur lui et il est tellement surpris qu'il tombe au sol, se protégeant la tête, peut-être de peur.
Si vous étiez à sa place, ne seriez-vous pas effrayé aussi? Internet a émis diverses théories sur ce qu'il aurait pu voir. Certains pensent que ce n'était pas un oiseau, mais quelque chose de surnaturel, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir de la grande faucheuse elle-même. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Un jour brumeux et maussade à Tybee Island en Géorgie, une femme se rend à la plage avec sa famille pour échapper à leur vie trépidante. La pluie tombe doucement, créant une atmosphère sereine mais quelque peu inquiétante. Alors qu'elle longe le rivage et regarde vers l'horizon, elle voit une silhouette géante, semblable à un humain, marcher au loin sur l'eau. Chaque pas crée des ondulations, comme si elle défiait les lois de la nature. La silhouette se détache nettement sur la mer grise et semble marcher avec une grâce étrange sur l'eau. Le cœur battant, elle saisit rapidement son téléphone pour immortaliser ce moment surréaliste. Sa famille regarde avec étonnement, tout aussi confus qu'elle, alors qu'ils essaient de comprendre ce qu'ils voient. Plus tard, elle publie la vidéo sur TikTok et les commentaires affluent. De nombreux téléspectateurs sont sceptiques, suggérant qu'il pourrait s'agir simplement d'une bouée ou peut-être d'un phare lointain. Mais elle est fermement convaincue qu'il doit s'agir d'une personne. Dans une autre vidéo, elle a montré les environs, soulignant qu'il n'y avait ni bouée ni phare à proximité et que le vide du littoral et la mer sans fin ne faisaient qu'approfondir le mystère. En 2012, un débat a été déclenché par la diffusion d'une photo représentant un primate pris au piège par un villageois du district de Peren, en Inde. Les autorités forestières ont depuis affirmé que le primate appartenait à une espèce en voie de disparition connue sous le nom de gibbon hoolock que l'on trouve généralement dans les régions du nord-est de l'Inde, du Bangladesh et du Myanmar. Malheureusement, le gibbon hoolock est sur le point de disparaître au Nagaland. Pour vérifier l'exactitude de ces affirmations, l'équipe du Nagaland Post s'est aventurée dans la zone du district. Cependant, leurs tentatives pour confirmer la vérité au milieu des rumeurs, des mythes tribaux et des spéculations se sont révélées vaines. On a découvert que la primate avait déjà été vendue à une autre personne au marché de Jaluki. La photo du primate capturé présentait une apparence remarquable, évoquant un être extraterrestre, présentant une ressemblance frappante avec un enfant humain. Les villageois l'associaient aux mythes tribaux qui tournent autour d'un être censé avoir le pouvoir de réaliser ses souhaits. Quel est le moment le plus mystérieux que vous ayez vécu? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.